Il est l'heure de commencer. En tout cas, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Ça fait très plaisir de voir une salle remplie, ce qui dénote tout l'intérêt des conférences de Saint-Quentin Astronomie. Donc ce soir, je vais vous parler, c'est d'actualité, des comètes, une fascination glacée. Alors, est-ce que tout le monde voit bien ? Bon, impeccable. Donc ce soir, je vais vous parler de ces astres glacés et mystérieux que sont les comètes. Alors, je reviens à la diapositive d'avant. J'ai un problème d'affichage des diapositives. C'est bon. J'espère que ça ne va pas faire trop défiler trop vite ce soir. Donc je vais vous parler de ces comètes, de tout ce qu'on sait à peu près sur ces mystérieux objets venus du fin fond du système solaire et qui de temps en temps s'approchent du Soleil et passent près de la Terre, comme la comète Tchouktchinsan-Atlas qui passe en ce moment le soir, quand il fait beau. Enfin, pour elle, ça ne l'empêche pas de passer et de regagner les confins du système solaire, mais pour nous, on aimerait bien l'observer un peu plus. Heureusement, on a eu un tout petit créneau hier soir. Alors, les comètes. Déjà, l'étymologie du mot comète, je reviens sur la diapositive d'avant. Ça va faire ça toute la soirée. J'espère que ça ne va pas trop perturber. Donc, le mot comète vient du grec ancien cométès aster, qui signifie astre chevelu. Donc, aster, astre, et cométès, les cheveux. On retrouve la base grecque coma, qui veut dire la chevelure. C'est à peu près le même principe que pour le mot planète, qui vient du grec planétès aster, les astres errants, puisque les anciens avaient remarqué que dans la voûte céleste, il y avait des étoiles qui étaient toujours fixes les unes par rapport aux autres, mais il y avait des points brillants qui, au fil des années, défilaient parmi ces étoiles, donc des astres errants, des planètes. Et de temps en temps, on voyait des astres chevelus passer, donc des comètes, cométès aster. Alors les comètes sont des petits corps, comme les astéroïdes, de quelques kilomètres de diamètre. Donc des petits corps glacés qui sont originaires des confins du système solaire. Ce sont des reliques de la formation du système solaire, donc il y a 4 milliards et demi d'années. Donc comme elles se sont formées dans les confins du système solaire, ce sont des objets glacés, composés de glace au pluriel, de la glace d'eau, mais aussi des glaces, de toutes les molécules qu'on peut trouver dans le système solaire, mais il fait tellement froid aux confins du système solaire que ça se retrouve piégé sous forme de glace. Je vais détailler ça après. Pardon, excusez-moi. Donc on trouve des hydrocarbures, du carbone, du méthane, mais tout ça sous forme de glace, pas de gaz. Le gaz, ça vient quand les comètes s'approchent près du Soleil. Donc voilà pour la définition sommaire des comètes. Donc nous allons partir à la découverte de leur structure et de leur composition, puisque les comètes, on connaît très bien leur queue. Donc les comètes, je reviens sur la diapositive. L'essentiel d'une comète, la partie principale de la comète, c'est le noyau. Quand elles restent dans les confins du système solaire, les comètes sont, comme les astéroïdes, c'est la forme d'un noyau de glace, au pluriel, c'est un rappel. Donc de quelques kilomètres de diamètre seulement, ce sont des petits corps, généralement 20 km, 50 km. On peut avoir des noyaux cométaires d'une centaine de kilomètres, mais pas beaucoup plus. Ça reste très petit par rapport à une planète. Les planètes, c'est plusieurs milliers de kilomètres. Vraiment, les comètes, c'est tout petit. On remarque que la surface est un peu cratérisée. Bon, il y a des petits bouts qui se détachent de temps en temps quand ça s'approche du Soleil. Donc retenez bien que la partie essentielle d'une comète, c'est son noyau. Donc ce mélange de glace, de molécules diverses et variées, et il y a aussi un petit peu de roche, ont amené le grand astronome britannique Fred Whipple, qui, pour l'anecdote, est le papa de l'expression le Big Bang. Donc Fred Whipple définissait les comètes comme étant des boules de neige sale. Retenez très bien cette expression,
La formule est très bien pour comprendre ce qu'est une comète. Les comètes sont des boules de neige sales. On voit très bien de la glace, un tout petit peu de roche, de la poussière diverses et variées. Et un hommage au grand Fred Whipple hein, qui nous a quittés il y a 20 ans tout juste. Donc ce noyau reste endormi quand il reste dans les confins du système solaire, bien au-delà de l'orbite de Neptune, bien au-delà de l'orbite de Pluton. Mais bon, de temps en temps, il y a des noyaux cométaires sont projetés vers l'intérieur du système solaire, près du Soleil. Quand je dis près en astronomie, c'est plusieurs millions de kilomètres, voire plusieurs dizaines de millions de kilomètres. En astronomie, on raisonne sur des échelles de distance qui sont phénoménales. Donc ce noyau peut amener à s'échauffer, c'est de la glace. Hein. La glace au Soleil a tendance à fondre. Bon, dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère, donc la glace passe directement de l'état solide à l'état gazeux. On dit qu'elle se sublime. Donc, et c'est là que les comètes vont commencer à devenir très intéressantes pour nous, astronomes, puisque c'est comme ça qu'on va les découvrir, puisque les noyaux endormis aux confins du système solaire, on ne peut pas les voir. Ils sont trop petits, trop sombres pour être observés. Mais quand les comètes s'approchent du Soleil, leur surface commence à s'évaporer dans l'espace, ce qui forme une chevelure, donc la coma. Donc c'est le petit nuage sphérique qui entoure le noyau. Enfin, quand je dis petit nuage, ce petit nuage peut mesurer des millions de kilomètres. On a déjà vu même des comas de comètes être plus grandes que le Soleil lui-même. Hein. Le Soleil, pour rappel, c'est 1,4 million de kilomètres de diamètre. Donc imaginez des bulles de gaz de 1 million de kilomètres de diamètre. Bon, c'est très diffus, hein, mais toujours est-il que c'est cette coma qui donne son nom aux comètes. Ce n'est pas la fameuse queue tout allongée. C'est vraiment la coma, donc le premier signe d'activité des noyaux cométaires. Mais justement, je parlais des queues, on va y venir. Ben, si les comètes sont si célèbres, hein, c'est évidemment avec leur queue au pluriel, puisqu'il y a deux types de queues sur les comètes. Donc, premier type de queue, le principal, c'est les queues de poussière. Donc les queues de poussière qui sont très brillantes, hein, c'est la traînée blanche qui est ici. Les queues de poussière sont composées de grains solides. Là, quand la comète s'approche vraiment assez près, entre guillemets, du Soleil, là il y a de la matière qui commence à se détacher de la comète, hein, sous forme de grains de poussière, de petits cailloux de glace. Donc, et qui va former une grande traînée dans le sillage de l'orbite de la comète. Donc, la queue de poussière, au pluriel, hein, il y a des millions et des millions de poussières. Et, autre type de queue, la queue ionique, la grande traînée bleue qui est ici. Donc, les queues ioniques sont de couleur fluorescente puisque ce sont des ions excités. Hein, le noyau de la comète subit de plein fouet, elle n'a pas de bouclier magnétique pour s'abriter des tempêtes solaires, donc le vent solaire décompose les atomes à la surface du noyau cométaire, donc ça provoque tout plein de réactions chimiques qui fait que ces ions commencent à s'exciter et produisent eux-mêmes de la lumière, donc ce qui donne cette couleur fluorescente aux queues ioniques. Et ces queues ioniques, très importants, sont toujours opposés à la direction du Soleil. Ce qui veut dire que sur cette photo, il faut imaginer que le Soleil, bah, il est quelque part par ici, hein, vers le bas à gauche, mais très très loin. Et donc la découverte de ces queues ioniques et l'analyse de ces queues ioniques a amené au 19e ou 20e siècle à la découverte du vent solaire. C'est comme ça qu'on a découvert que le Soleil pouvait émettre des radiations assez loin dans le système solaire. Et j'ai trouvé une très belle illustration pour résumer tout ça. Hop, j'espère que ça va bloquer la diapositive. Voilà. Donc, si on fait le résumé, voici l'orbite d'une comète. Hop là, on revient sur la diapositive précédente. Voilà. Donc, voici l'orbite d'une comète autour du Soleil. Donc, nous avons le Soleil qui est ici. Ici, c'est l'orbite de la Terre, l'orbite terrestre. L'orbite d'une comète,
elle a un point très 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 éloigné du Soleil, hein, ce qu'on appelle l'aphélie. Elle peut avoir un point très très proche du Soleil, ce qu'on appelle le périhélie, deux termes que je vais revenir souvent au cours de la soirée. Donc tout commence ici, hein, quand le noyau cométaire vit sa vie de noyau cométaire, et puis un jour il y a des perturbations gravitationnelles ou autres qui amènent ce noyau cométaire à s'approcher du Soleil. Donc au fur et à mesure que le noyau s'approche du Soleil, il commence à s'échauffer, à se sublimer, à 5 unités astronomiques. Retenez bien l'expression d'unité astronomique, c'est une unité de mesure que nous avons en astronomie. L'unité astronomique, donc qu'est-ce que c'est qu'une unité astronomique? C'est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, environ 150 millions de kilomètres. Donc, à 5 unités astronomiques, donc à environ 750 millions de kilomètres du Soleil, donc la chevelure cométaire commence à prendre forme. C'est à partir de 5 unités astronomiques qu'on commence à détecter les comètes. Donc 5 unités astronomiques, pour se resituer dans le système solaire, c'est à peu près l'orbite de Jupiter. Donc la comète continue à environ une unité astronomique, donc à peu près au niveau de l'orbite de la Terre. La queue de la comète est poussée par le vent solaire et les radiations. Donc ensuite, si la comète se rapproche encore plus du Soleil, il y a encore plus d'activité à la surface du noyau. Il y a des grosses particules qui commencent à se détacher, qui ne sont pas affectées par la lumière solaire. C'est là que la queue de poussière commence à bien se former. La queue ionisée est poussée par le vent solaire, ce que je disais il y a quelques minutes. Et puis ensuite, une fois que la comète est passée trop près du Soleil, les lois de Kepler, les lois de Newton font que la comète repart vers les confins du système solaire. Elle repart tout doucement. Et entre 3 et 5 unités astronomiques, le noyau cométaire s'éteint à nouveau. Il n'y a plus trop d'activité à la surface, puisqu'il commence à faire froid au niveau de la comète. Et le noyau se rendort. Et soit on ne le voit plus jamais, soit il revient des années plus tard, comme par exemple la comète de Halley. Je reparlerai tout à l'heure de la comète de Halley. Je pense que tout le monde connaît la comète de Halley quand même. Elle est assez célèbre. Donc les comètes sont originaires, comme je le disais, des confins du système solaire, dans une région très particulière qu'on appelle le nuage de Oort. Donc c'est le nom d'un astronome hollandais qui a formulé l'existence de ce nuage sphérique autour du système solaire. Donc il contient des milliards et des milliards de comètes. Alors ce nuage de Oort, il est très 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 éloigné. On parle de distance de 10 000 à 100 000 unités astronomiques, donc au moins 10 000 fois plus éloigné que la Terre par rapport au Soleil. C'est colossal. Il faudrait des années et des années pour s'y rendre à bord d'un vaisseau spatial, quoi. Et pourtant, on est encore dans le système solaire. On n'est même pas arrivé à l'étoile la plus proche. Alors, cette forme très particulière, sphérique, ça a posé question pendant longtemps aux astronomes, puisque, problème, tous les modèles de formation des systèmes planétaires et l'observation des exoplanètes montrent que quand un système planétaire se forme, ça forme un disque plat de poussière. C'est pour ça que toutes les planètes du système solaire, la Terre, Vénus, Mars, Jupiter, etc., tournent toutes dans le même plan. C'est plat, c'est quasiment aussi plat qu'une assiette. Alors comment, à partir d'un disque plat, on obtient un nuage sphérique de comètes? Alors là, ça a posé une grande énigme pendant des dizaines d'années. Et cocorico, c'est en France qu'on a résolu le problème. Bon, il y a un astronome italien qui a participé, Alessandro Morbidelli, mais c'est en France, cocorico, il y a tout juste 30 ans, en 1995, le modèle de Nice. À l'observatoire de Nice, ils ont fait des calculs assez poussés. Et donc, c'est ce qu'on appelle depuis le modèle de Nice. Ils ont reconstitué l'histoire du système solaire avec des modèles informatiques. Et c'est là qu'ils ont découvert que dans la prime jeunesse du système solaire, donc il y a un peu plus de 4 milliards d'années,
les planètes Jupiter et Saturne qui venaient de se former, il s'est passé un phénomène de résonance orbitale pendant que Jupiter faisait 2 tours autour du Soleil, Saturne en faisait exactement 1. Alors quand 2 grosses planètes, parce que Jupiter et Saturne sont 2 grosses planètes, donc avec beaucoup d'attraction, rentrent en résonance comme ça, en résonance 2-1, pendant qu'il y en a une qui fait 2 tours, pendant que l'autre en fait une, ça amène les deux à s'attirer l'une l'autre avec des... Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. L'année prochaine, je vous promets une belle conférence à ce sujet, parce que le modèle de Nice, c'est génial. C'est merveilleux. Donc, pendant que Jupiter et Saturne faisaient leur résonance, ça a amené Jupiter et Saturne un peu à s'éloigner du Soleil. Mais le problème, c'est que derrière elle, il y avait 2 autres planètes, Uranus et Neptune. Et apparemment, Neptune s'est formé plus près du Soleil qu'Uranus. Parce qu'on dit que Neptune est la dernière planète du système solaire. Mais a priori, Neptune s'est formé plus près. Donc, si les modèles sont justes, à un moment donné, Saturne a reculé, donc a commencé à perturber l'orbite de Neptune. Neptune s'est retrouvée un peu éjectée du système solaire, donc elle a inversé sa place avec Uranus. Et en s'éloignant, Neptune allait rentrer carrément dans un nuage assez dense de milliards de noyaux cométaires. Alors imaginez une planète géante au milieu de tous ces petits corps. Là, ça a été comme un chien dans un jeu de quilles. Les calculs, c'est difficile de prouver que ça s'est vraiment passé comme ça, mais c'est les calculs qui le montrent. Eh bien, l'arrivée de Neptune ou d'Uranus dans ce nuage de comètes, ça a projeté tous ces noyaux cométaires dans toutes les directions. Et là, quand je dis toutes les directions, c'est comme ça qu'on peut obtenir, normalement, un nuage sphérique. Donc il s'en est passé des choses dans le système solaire quand il était jeune. Tiens, je ferai un petit clin d'œil à Laurent tout à l'heure. Donc, comme je vous l'ai montré il y a quelques diapositives avant, les orbites de comètes ne sont pas circulaires, elles ne tournent pas toujours à la même distance par rapport au Soleil. Généralement, les orbites des comètes sont très excentriques. Et quand je dis très excentriques, regardez, l'image du bas, nous avons les orbites des planètes qui sont à peu près circulaires. L'orbite de la Terre n'est pas circulaire, il y a quelques millions de kilomètres de différence entre le point le plus proche et le point le plus éloigné par rapport au Soleil, mais bon, ça reste à peu près négligeable. On peut dire que l'orbite de la Terre autour du Soleil, c'est circulaire. Mais les orbites de comètes, regardez l'orbite de la comète de Halley. Quand elle est au plus proche par rapport au Soleil, elle est à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Et quand elle est au plus loin, elle va au-delà de l'orbite de Neptune et elle est à peu près au niveau de l'orbite de Pluton. Donc il y a à peu près 6 milliards de kilomètres du Soleil. Et, petite chose amusante, on est en 2024, et c'est cette année que la comète de Halley, qui est passée près de chez nous en 1986, ça ne rajeunit pas, et en 2024, la comète de Halley est à son point le plus éloigné de l'orbite. Donc elle est à l'aphélie. Donc ce qui veut dire qu'à partir de l'année prochaine, elle va se rapprocher tout doucement du Soleil pour repasser nous voir en 2061. On fera une soirée d'observation spéciale en 2061. Donc tout ça pour dire, il y a des formules mathématiques. L'excentricité est notée petit e, donc quand e égale à 0, c'est un cercle parfait. Donc l'orbite est verrouillée, ça ne bouge pas du tout. Quand e est inférieur à 1, c'est une ellipse. On voit qu'il y a un demi-petit axe qui est tout petit, alors qu'il y a un demi-grand axe qui est très allongé, sachant que le Soleil est à un foyer. Donc c'est vraiment pas circulaire. Normalement, si c'était bien circulaire, le Soleil serait bien au centre et tout. Quand e est égal à 1, c'est une parabole. Ça arrive, on a des comètes paraboliques. Donc ça veut dire qu'il y a des comètes qui arrivent carrément des confins du système solaire, qui passent trop près du Soleil. Donc là, le Soleil leur donne une fronde gravitationnelle
énormes qui les éjectent du système solaire. C'est déjà arrivé, on perd des comètes au fur et à mesure du temps. Mais bon, on a des milliards de noyaux cométaires qui sont endormis. On peut en perdre quelques-unes. Et les calculs disent, pendant longtemps, la théorie disait, si E est supérieur à 1, mais largement supérieur à 1, c'est une hyperbole. Alors, ce n'est pas une comète qui a beaucoup de chance. Ça veut dire que c'est un objet interstellaire. Ça vient de l'extérieur du système solaire et ça repart à l'extérieur du système solaire. Pendant longtemps, c'était théorique. On s'attendait un jour à découvrir des objets interstellaires. Et puis, un jour, on a vraiment découvert un objet interstellaire. Voilà, le premier. Alors, ce n'est pas une photo, c'est une illustration informatique. C'est pas une photo réelle, mais la forme est à peu près bonne. C'est un objet assez allongé. En 2017, il y a quelques années, le 19 octobre, on est quasiment à la date anniversaire, a été découvert un nouveau type d'objet, un premier objet interstellaire, avec un comportement de comète. Il y avait un peu d'activité à la surface. Donc, avec un nom un peu accouché dehors. Bon, c'est normal, c'est un objet qui est dans le ciel. Donc on appelle 1I. Alors, je parle très mal l'hawaïen parce que c'est un mot hawaïen, puisque ça a été découvert à Hawaï, c'est Oumuamua. Ça veut dire la sentinelle en hawaïen. Donc, première comète interstellaire qui a été observée, donc avec une excentricité de 1,188. On peut arrondir à 1,2, donc largement supérieur à 1. Et donc, depuis, il y a une deuxième comète interstellaire qui a été découverte en 2019 de I. Borisov. Pour la petite anecdote, cette comète a été découverte en Crimée par l'astronome russe Borisov. Alors je vais faire un petit clin d'œil à Laurent qui nous a fait une super conférence le mois dernier sur les coordonnées célestes. Là je vais vous perdre pendant quelques minutes, mais j'étais obligé de le faire pour faire un gros clin d'œil à Laurent. Avec les éléments orbitaux d'une comète. Quand on a les éléments orbitaux d'une comète, si on a un télescope, on peut pointer une comète très facilement. Alors, est-ce que vous vous souvenez de tout ce que vous avez raconté, Laurent, le mois dernier? Bien sûr. Bon, on va voir si vous avez tout bien retenu. Donc, sur ce schéma, nous avons le plan de l'orbite de la Terre, en gris foncé. En gris clair, c'est le plan d'une comète. C'est un exemple fictif, mais c'est juste un exemple, quoi. Donc, on retrouve vraiment la direction du point vernal, qui donne le point zéro des coordonnées célestes. Le point vernal, la position du Soleil, quand il passe du sud au nord de l'équateur céleste. Ça, c'est que je dise pas de bêtises. Pardon ? À l'équinoxe de printemps pour nous, oui, donc le 21 mars. Oui, parce que point vernal, je suis bête. Vernal, on retrouve la racine latine. Vernal, ça veut dire le printemps. Bref, donc nous avons le zéro de nos coordonnées célestes. Donc, premier élément orbital d'une comète, très important pour nous astronomes, le T majuscule, grand T, c'est la date du passage au périhélie. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'aphélie, le point le plus éloigné du Soleil sur l'orbite. Le périhélie, c'est le point le plus proche du Soleil sur l'orbite. Ça va? Je ne vous ai pas perdu. Donc ça peut être, par exemple, la comète qui passe en ce moment, sa date de périhélie, c'était le 27 septembre 2024. C'est vraiment, c'est encore récent, c'était il y a 3 semaines, quoi. Ensuite, nous avons un deuxième élément orbital, petit oméga. Donc c'est ici, petit oméga. Alors là, c'est un nom hyper barbare. Ressortez-le en société, vous allez perdre tout le monde. Ce qu'on appelle l'argument de la latitude du périhélie. Donc c'est une expression bien barbare. En fait, c'est l'angle compris entre la direction du nœud ascendant. Donc le nœud ascendant, c'est le passage du sud vers le nord de l'équateur céleste, et la direction du périhélie, sachant que le périhélie de la comète est ici. Donc l'angle petit oméga, c'est ça. Nous avons aussi l'angle grand oméga, qui est ici, l'espèce de fer à cheval. Là, c'est la longitude du nœud ascendant.
depuis le point vernal. Voilà, le point vernal est ici. J'ai dit que j'allais vous perdre, mais j'étais obligé de le faire. Petit i, c'est plus facile à comprendre, c'est l'inclinaison sur l'écliptique. Donc l'écliptique, c'est le plan de l'orbite terrestre. L'angle petit i, c'est celui-là. Donc c'est la différence c'est l'angle qui est entre le plan gris foncé et le plan gris clair. Petit q, c'est la distance au périhélie en unité astronomique. Donc c'est cette distance-là. Le point orange, c'est le Soleil. Et E, j'en parlais justement à l'instant, c'est l'excentricité de l'orbite. Donc comprise entre 0 et 1, voire supérieure à 1. Voilà pour les éléments orbitaux d'une comète. C'était la partie la plus difficile de la conférence, je vous rassure. Après, on peut s'amuser à classer les comètes par famille. Alors, en astronomie, on classe les comètes surtout par leur durée par leur période, leur durée de révolution autour du Soleil. Quand une comète met plus de 200 ans à faire le tour du Soleil, par exemple la comète Tsuchinshan-Atlas qui passe en ce moment, elle a une orbite de plusieurs millions d'années. Je pense qu'on peut dire que c'est une comète à longue période. Donc, quand c'est supérieure à 200 ans, comète à longue période. Inférieure à 200 ans, ça veut dire que si elle tourne en moins de 200 ans, on peut espérer la revoir dans des temps historiques, voire même on peut espérer la revoir au cours d'une vie humaine. On ne vit pas 200 ans, mais bon, des fois, comme la comète de Halley tourne à peu près en 76 ans autour du Soleil, on peut être amené à la revoir. Donc ce sont des comètes à courte période. Et dans ces comètes à courte période, on divise aussi en deux familles. Quand la période est supérieure à 20 ans, ce qu'on appelle des comètes de type Halley, comme la comète de Halley, que je disais, 76 ans environ. En début d'année, on a eu la comète 12P Pons-Brooks qui tourne en 71 ans autour du Soleil, comète de type Halley. Et quand la période de la comète est inférieure à 20 ans, on dit que c'est une comète de la famille de Jupiter. Pourquoi? Parce que quand ça tourne en moins de 20 ans, eh bien, c'est que l'orbite de la comète est fortement influencée par l'influence gravitationnelle de Jupiter, qui est une planète géante. On dit souvent que Jupiter, avec les astéroïdes ou les comètes, c'est le berger du système solaire. En fait, si on ne se prend pas tous les 15 jours des astéroïdes ou des comètes sur la tête, comme les dinosaures, c'est grâce à Jupiter. Donc, merci Jupiter. Merci les forces de gravitation. Mais bon, les comètes de type de Halley sont quand même intéressantes. D'ailleurs, j'ai trouvé une caricature très jolie, très poétique, que je vais vous montrer juste après. Voilà. Donc, je disais, une comète de type de Halley, on peut espérer la revoir au cours d'une vie. Voilà l'illustration parfaite. Donc là, nous avons un petit garçon qui voit la comète de Halley qui passe. Il fait « Bonjour, comète de Halley ». 76 ans plus tard, le petit garçon est devenu un vieux monsieur. Il marche avec une canne. Ah, bonjour à nouveau, comète de Halley. Et puis, au passage suivant de la comète de Halley, il n'y a plus personne. Ça pour dire que les comètes, les astres qui tournent autour de nous vivent à une échelle du temps complètement en dehors de l'échelle humaine. Voilà ce que j'avais un peu à dire en généralité sur les comètes. Là, on va un peu dériver sur les objets voisins des comètes. Parce que j'ai parlé aussi des astéroïdes tout à l'heure, qui sont des corps rocheux. Entre les astéroïdes qui sont des blocs de roche pure et les comètes qui sont des blocs de glace, on a un peu un mix entre les deux, des objets voisins des comètes. Alors par exemple, dans le système solaire interne, c'est un objet qui tourne assez vite autour du Soleil, vraiment à l'intérieur de l'orbite de Mars. Nous avons un astéroïde assez particulier, 3200 Phaéton. Donc c'est un astéroïde qui est à l'origine d'une pluie d'étoiles filantes qu'on voit au mois de décembre, donc les Géminides.
Alors là, c'est un astéroïde très particulier. Donc, en fait, sur son orbite, il dissémine des petits grains de poussière. En fait, c'est un peu le comportement d'une comète. Hein. Je vous ai expliqué tout à l'heure, avec le noyau cométaire se sublime au Soleil et après, sur son orbite, il répand des poussières. Cet astéroïde, c'est bizarre. Comme une comète, il répand des petits grains de poussière. Et ces grains de poussière, nous les rencontrons tous les ans vers la mi-décembre et ça donne une magnifique pluie d'étoiles filantes. Donc on pense que Phaéton, ce n'est pas vraiment un astéroïde pur, c'est peut-être un noyau cométaire qui a été capturé il y a très longtemps, qui a épuisé toutes ses réserves de glace et qui commence à mourir de sa belle mort en disséminant toute sa matière. Ça reste une théorie. On en saura plus dans quelques années. Normalement, il y a une sonde qui est prévue pour l'étudier, mais j'en parlerai tout à l'heure. Dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, qui dit ceinture d'astéroïdes, c'est peuplé d'astéroïdes. Mais parmi ces astéroïdes, il y en a qui sont très bizarres. Par exemple, l'objet 7968, qui porte aussi le nom de 133P L-Spizar, c'est un astéroïde qui, de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, il a un comportement de comète. Donc c'est un point lumineux assez inintéressant au télescope. Et puis de temps en temps, il commence à émettre des queues de poussière, comme une comète. Alors, pourquoi, on ne sait pas. Pareil, il y a une mission qui est prévue pour étudier ces objets un peu moitié comète, moitié astéroïde et remoitié comète derrière. Et pareil, entre les orbites des planètes externes, donc les planètes gazeuses que sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, on a des gros astéroïdes de quelques centaines de kilomètres de diamètre. Mais ce sont des astéroïdes glacés. Ça veut dire que si ces objets devaient un jour rentrer dans le système solaire interne, ils se mettraient à émettre des comas, à émettre des belles queues comme une comète. Donc on ne les considère pas comme des comètes, mais comme des astéroïdes glacés qu'on appelle des centaures. Exemple de centaure, l'astéroïde 2060 Chiron. Et je vais faire un clin d'œil non pas à Laurent mais à Eric, qui au début d'année nous a fait une super conférence sur les lunes de Saturne, parce que peut-être, parmi les lunes de Saturne, on a peut-être un centaure, la lune Phébé. C'est une lune de Saturne qui est très particulière, elle tourne à l'envers par rapport aux autres, elle n'est pas dans le même plan, elle est glacée. Donc on pense que Saturne a capturé il y a des millions d'années un centaure. Donc voilà à quoi doit ressembler un centaure. C'est magnifique quand même comme vue. Hein. Donc ça c'est la première lune de Saturne que la sonde Cassini a observée quand elle est arrivée il y a une vingtaine d'années près de la planète Saturne. Elle est passée tout près de Phébé et elle a renvoyé ces magnifiques images. Pardon. Donc vous avez peut-être remarqué depuis le début de la conférence, quand je cite des noms de comètes, elles ont toujours des noms un peu à coucher dehors. Je parlais de 133P L-Spizar, la comète du moment, son nom complet c'est C2023 A3 Tuchinsan Atlas. Enfin, je pourrais vous citer des dizaines de noms de comètes, mais pourquoi toutes ces lettres, pourquoi tous ces chiffres, pourquoi tous ces noms? Pourquoi on ne l'appelle pas la comète, je ne sais pas, la comète machin, la comète Dupont Mais en fait, ça obéit à des lois astronomiques qui ont été définies il y a une trentaine d'années. Donc, quand on découvre une comète, on regarde si elle tourne en plus de 200 ans ou en moins de 200 ans autour du Soleil, comète à courte ou longue période. Donc, si c'est une comète à longue période, on met la lettre P, comme comète... je dis des bêtises. Comète à courte période, pardon. On met la lettre P comme périodique. Et si c'est une comète non périodique, donc en plus de 200 ans, la lettre C, la lettre comme comète. Bon, c'est de l'anglais, il y a périodique et comète. Je n'ai pas un très bon accent anglais, mais bon, c'est pas grave. Si on observe une comète pendant peut-être une soirée ou deux, on n'arrive pas à établir son orbite, ça devient un objet un peu perdu, on le désigne sous la lettre X en attendant qu'il soit retrouvé. On a aussi des comètes qui ont disparu, on les a observées pendant plusieurs orbites, et puis un jour ou l'autre, elles se désintègrent, elles percutent une planète, elles disparaissent, on ne sait pas pourquoi. On leur applique la lettre D comme disparu. Et
depuis quelques années, on a aussi la lettre I pour les objets interstellaires. Ensuite, après cette lettre, on met l'année de la découverte, puis la lettre de la quinzaine de la découverte. Si la comète est découverte pendant la première quinzaine de janvier, on applique la lettre A. Deuxième quinzaine de janvier, la lettre B. Première quinzaine de février, lettre C, etc. etc. Ensuite, l'ordre de découverte, dans la quinzaine, si c'est la première, la deuxième, troisième comète découverte pendant cette quinzaine, puis ensuite le nom du ou des découvreurs. Exemple, avec la fameuse comète qu'on a vue il y a une bonne vingtaine d'années, la comète Hale-Bopp. Son nom complet, c'était C 1995 O1 Hale-Bopp. Pourquoi? C, comète à longue période, découverte le 22 juillet 1995, donc deuxième quinzaine de juillet. Donc deuxième quinzaine de juillet, c'est la lettre O. Donc ça veut dire que c'est la première comète découverte pendant la seconde quinzaine de juillet 1995. Et le nom des découvreurs, donc Thomas Hale et Alan Bopp. Donc deux astronomes amateurs américains. Pour l'anecdote, c'était deux astronomes amateurs qui participaient à une soirée d'observation et chacun de leur côté, ils ont découvert la comète. Comme quoi, il n'y a pas forcément des observateurs professionnels qui découvrent des comètes. Il y a aussi des amateurs qui en découvrent. Et cette comète Hale-Bopp, pour ceux qui l'ont vue en 1997, ça doit rester un super souvenir, parce qu'elle était magnifique. Elle était beaucoup plus lumineuse que la comète qu'on a en ce moment. Et puis en plus, elle a été visible pendant très longtemps, pendant près d'une année. Donc des amateurs qui réussissent à découvrir des comètes comme ça, moi j'en veux tous les jours. Et c'est pas tout sur la nomenclature, puisque si une comète à courte période est observée après avoir accompli une orbite, si on observe un retour, elle intègre la liste des comètes périodiques numérotées. Et à la date du 6 octobre 2024, donc il y a quelques jours, on connaît pour l'instant 493 comètes numérotées. La première, c'est 1P Halley. Et une des plus célèbres comètes périodiques, la comète 67P Churyumov-Gerasimenko, qui a été visitée il y a quelques années par la sonde Rosetta. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait une grosse perche pour ce que je vais dire tout de suite. Donc, c'est que certaines comètes, donc elles perdent des poussières sur leurs orbites, et si un jour ces orbites croisent l'orbite de la Terre, les grains de poussière tombent dans l'atmosphère de la Terre, se désintègrent en brûlant, ça provoque des phénomènes lumineux qu'on appelle des météores scientifiquement. Vulgairement, on appelle ça des étoiles filantes. Donc il faut savoir que certaines comètes sont à l'origine des étoiles filantes. Donc on a pu établir, la liste est non exhaustive, mais on a pu établir la liste des corps parents de pluie d'étoiles filantes. Les Perséides, les étoiles filantes que nous voyons au moment de la nuit des étoiles au mois d'août sont originaires de la comète 109P Swift-Tuttle. Dans quelques jours, on est le 17 octobre, dans quelques jours, le 20 octobre, il y a un pic d'étoiles filantes, c'est les Orionides, puisqu'elles semblent provenir de la constellation d'Orion. Si vous voyez des Orionides, ce sont des poussières de la comète de Halley qui brûlent dans l'atmosphère. Alors la comète de Halley croise deux fois par an l'orbite de la Terre, puisque la comète de Halley est aussi à l'origine d'un essaim d'étoiles filantes observable début mai, les états aquarides. Donc comme je le disais, les Géminides, originaires de 3200 phaétons. Oh, il y a un téléphone qui sonne, c'est pas le mien. Je croyais que c'était le mien, d'ailleurs je n'ai pas mis en silencieux, mais normalement il n'y a personne qui va m'appeler. Par exemple, l'amas des Lyrides observable fin avril. C 1861 G1 Thatcher. Voyons voir si vous avez bien retenu. Donc, C, comète à longue période, 1861, donc découverte en 1861. G1, première comète découverte pendant la quinzaine G, donc c'est ABCD, ça doit être début avril.
et Thatcher, parce que c'est Margaret Thatcher qui l'a découverte. Non. Non, c'est un astronome anglais du nom de Thatcher, mais ça aurait pu marcher, hein. Elle n'était pas spécialement jeune, Margaret Thatcher. Donc on va faire un petit peu d'histoire des sciences, avec tout ce qu'on sait sur les comètes. Alors les comètes sont observées depuis la nuit des temps, depuis que l'homme observe le ciel. Hein, de temps en temps, il y a des comètes brillantes qui passent. Donc il voit passer les comètes. Ça perturbe un peu les observations parce que on est habitué à voir telle étoile, telle planète. Mais alors des comètes, ça surgit n'importe quand, n'importe où, dans n'importe quelle direction. Ça perturbe un peu la paix céleste. Donc on a des vieilles représentations. Hein. Regardez, ces dessins sont vieux de plus de 2000 ans. Donc on trouve des représentations de comètes dans le livre de Soi, en Chine, en l'an -168. Alors les astronomes en Chine, hein, parce que en Chine, quand c'était un empire, ils se basaient beaucoup sur l'observation du ciel, parce que le destin des empereurs de Chine était lié au ciel. Hein. Les astronomes devaient noter tout ce qui se passait dans le ciel. C'était souvent interprété comme des signes. S'il y a une supernova qui explose, on peut partir en guerre, etc., etc. Et on ne rigolait pas avec l'astronomie en ce temps-là. On a des cas d'astronomes chinois qui ont été décapités par l'empereur de Chine parce qu'ils n'avaient pas su prévoir des éclipses de soleil. Donc, heureusement, maintenant, on sait les prévoir à la seconde près. Heureusement pour nous. Parce que je sais bien que Lao Tzu a dit il faut vous couper la tête, mais bon, quand même. Sinon, plus proche de nous, géographiquement, en Grèce antique, nous avons Aristote, hein, celui qui a écrit la Poétique, entre autres choses, donc au IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc pour Aristote, les comètes n'étaient pas des phénomènes astronomiques, comme les étoiles ou les planètes. Les comètes, pour Aristote, c'était des phénomènes atmosphériques, comme des nuages. Donc il disait, bon, il ne faut pas trop s'intéresser aux comètes. Alors que Sénèque, hein, philosophe romain du 1er siècle, Sénèque disait que les comètes sont des corps célestes indépendants, comme les étoiles, comme les planètes, et il soupçonnait même que certaines comètes étaient périodiques. Eh bien, il était balèze parce qu'avec près de 1500 ans d'avance, il avait raison. Il avait la bonne intuition, avant tout le monde. Donc là, on va faire un bond dans le futur, parce que la science cométaire a très peu progressé au Moyen-Âge. Donc il faut attendre 1531 pour faire une découverte assez intéressante. Donc deux astronomes européens, Jérôme Fracastor et Pierre Appian, qui découvrent que la queue des comètes est toujours opposée à la direction du Soleil. Donc c'est un détail que les astronomes chinois connaissaient depuis des siècles et des siècles, à force d'observation du ciel. 1577, le grand Tycho Brahe, hein, n'importe quel astronome connaît Tycho Brahe, qui mesure la parallaxe d'une grande comète, donc le décalage par rapport aux étoiles. Donc là, il avait organisé une grande campagne d'observation en Europe, hein, en plaçant des astronomes à Copenhague, à Berlin, Paris, etc. Donc en regardant le décalage par rapport aux étoiles dans telle ville et telle ville, par de savants calculs, on a réussi à déterminer la distance par rapport à la Terre de cette comète. Donc, la comète qui est passée en 1577 a été estimée à une distance de 230 rayons terrestres, soit 4 fois la distance Terre-Lune. Donc, d'un coup d'un seul, Tycho Brahe a pu prouver que les comètes, effectivement, étaient de véritables astres. Hein, ce ne sont pas des phénomènes atmosphériques, hein, c'est bien au-delà de la Lune, donc c'est dans l'espace. Et il a mis fin à la croyance aux sphères célestes, puisque en ce temps-là, on pensait que la Terre était au centre de l'univers et que l'univers était composé de 7 sphères célestes, des sphères de verre. Donc il y avait la sphère qui tournait autour de la Terre, la sphère du Soleil, la sphère de la Lune, la sphère de Mercure, la sphère de Mars, etc. etc. Donc 7 sphères célestes, donc 7 ciels, c'est de là que vient l'expression emmener au 7e ciel. Donc bon, malheureusement pour les poètes, Tycho Brahe a brisé le mythe du 7e ciel, mais au moins il a fait progresser la science. Et voici une illustration de la grande comète de 1577.
c'est largement plus brillant que, que la comète que nous avons en ce moment. Donc quelques dizaines d'années plus tard, en 1705, en appliquant les lois de Newton, l'astronome britannique Edmund Halley calcule que les comètes observées en 1456, 1531 et 1607 et 1682, donc à peu près tous les 75-76 ans, avec de savants calculs, il calcule que ça doit être un seul et même objet, donc qui doit tourner environ 76 ans autour du Soleil, et qui doit revenir en 1758. Malheureusement pour Edmund Halley, il meurt 12 ans trop tôt. Il n'a pas vu le retour de sa comète. Et j'en ai parlé l'année dernière ici, j'en ai parlé en début d'année au Musée des Beaux-Arts. En 1758, c'est un trio d'astronomes français, cocorico encore une fois, qui reprend les calculs de Edmund Halley pour les affiner. Donc Nicole Reine-Lepote, hein, une femme astronome, c'était très peu courant à l'époque. Alexis Clairaut et Joseph Jérôme Lalande, donc qui affinent les calculs et qui prouvent que Halley avait raison. Et donc quand la comète est revenue, eh ben, elle a reçu le nom de comète de Halley en l'honneur de Edmund Halley. Et plus tard, par le calcul, on a découvert que la comète de Halley avait été observée largement avant 1456. On réussit à calculer qu'elle est observée à chacun de ses retours depuis l'an -236, donc ça fait des dizaines et des dizaines de passages qu'elle est observée. Et un de ces passages les plus célèbres figure sur un grand objet médiéval que tout le monde connaît, la tapisserie de Bayeux, en 1066, quand Guillaume le Conquérant est parti justement conquérir le trône d'Angleterre. Donc il a fait tisser en son honneur une grande tapisserie pour célébrer ses exploits militaires. Et au milieu de cette tapisserie, il y a une comète, ici, qui figure. Bon, c'est vraiment un dessin d'époque. Hein. Pour nous, ça ne ressemble pas vraiment à une comète, mais bon, c'est figuratif. Donc on sait que cette comète, qui a été vue en 1066, eh ben, c'était la comète de Halley. C'est fort. Et autre anecdote, avec le passage de la comète de Halley en 1758. Donc en 1758, tous les astronomes se ruaient sur leurs instruments pour essayer de retrouver la fameuse comète que Halley avait annoncé son retour. Donc on a un grand astronome français, Charles Messier, qui cherchait justement la comète. Et puis un jour, à force de fouiller dans le ciel, il redécouvre par hasard un objet flou qui peut ressembler un peu au noyau d'une comète, à la coma d'une comète, pardon. Donc il redécouvre par hasard la nébuleuse du Crabe, donc c'est un rémanent de supernova dans la constellation du Taureau. Donc elle avait été découverte en 1731, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous les catalogues qu'on a. Nous, en ce moment, on sait que tel objet est là, on sait tout ce qui se passe dans le ciel. À l'époque, il fallait des fois on découvre un objet, on le perdait, on le retrouvait 20 ans plus tard. C'est ce qui s'est passé en 1758. Donc Charles Messier s'étant fait avoir, il s'est dit je vais faire une liste de tous les objets, les objets nébuleux qui peuvent ressembler à des comètes. Je vais les cataloguer pour éviter toute confusion à l'avenir. Et à force de cataloguer des objets qui ressemblent à des comètes, nous, astronomes amateurs, il nous a fait un beau catalogue d'objets qu'on s'amuse à observer, parce que ce sont des très beaux objets. C'est l'origine du fameux catalogue Messier. Je pense que tout astronome connaît le catalogue Messier. En 1822, l'astronome allemand Johann von Encke calcule le retour de la deuxième comète périodique, donc qui reçoit le nom de 2P Encke. Donc c'est une comète qui tourne très vite autour du Soleil, tous les 4 ans et demi elle revient. Et cette comète, bizarrement, on fait des calculs très affinés, et pourtant, à chaque fois, cette comète arrive toujours au périhélie, donc à son point le plus proche du Soleil, avec 2h30 d'avance. Alors, vous allez me dire, 2h30 d'avance sur une orbite de 4 ans, c'est ridicule. Oui, mais non, ça fausse quand même les calculs. Chaque fois, 2h30, à chaque fois, elle gagne 2h30 d'avance. Alors, au début, on ne savait pas pourquoi, mais à force de calcul, on s'est rendu compte, en 1835, que ce sont les puissants jets de matière de la comète, donc c'est le réveil du noyau qui éjecte de la matière,
ces puissants jets de matière qui font office de fusée. C'est la première fois qu'on observait dans l'espace des effets fusées, bien avant l'invention des fusées spatiales. En 1863, l'astronome américain Hubert Newton établit le lien entre les pluies de météores et les orbites cométaires. Donc quelques années plus tard, il fait le lien entre les Léonides, donc une pluie d'étoiles filantes visible en novembre, et la comète Tempel-Tuttle. Et en 1866, l'astronome italien Giovanni Schiaparelli qui établit le lien entre les Perséides et la comète Swift-Tuttle. Donc voilà un peu le niveau des connaissances scientifiques sur les comètes. On va partir sur du folklore assez rigolo. C'est qu'en l'an moins 43, donc juste après l'assassinat de Jules César, tout quoque mi fili, quelques semaines après sa mort, une comète brillante est apparue dans le ciel de l'Empire romain. Tous les partisans de Jules César disaient c'est l'âme de Jules César qui monte au ciel. Vous voyez, c'était un grand personnage puissant. Et donc, s'est installée une tradition qui disait que les comètes sont toujours associées à la mort des grands personnages de l'histoire, voire même au désastre. Il y a des dizaines de rois, d'empereurs, etc., dont la mort est associée à des comètes. Gengis Khan, Charlemagne, même son fils Louis Ier le Pieux. On a associé sa mort à l'apparition d'une comète. Alors il est mort, que je ne dise pas de bêtises, en 843, enfin dans ces eaux-là. Et en fait, la grande comète qui lui est associée, elle a été vue 3 ans avant sa mort. Alors, l'excuse, c'est oui, mais ça colle pas. Oui, mais en fait, si ça colle, c'est parce que l'empereur Louis Ier le Pieux a été effrayé par cette comète. Donc, il est mort 3 ans après. Mais bon, des comètes brillantes visibles à l'œil nu, il y en a une tous les 3-4 ans. Donc, c'est très facile sur le lot d'associer toujours la mort des rois. Parce que des rois, il y en a des dizaines. Donc, statistiquement, on peut toujours coller à la mort d'un roi. Donc, associé au désastre, souvent quand il y a des comètes brillantes qui passent. Je parle encore au présent parce que de temps en temps, on voit des foufous sur Internet, comme dans Tintin, dès qu'ils voient une comète qui va approcher du Soleil, c'est le châtiment, faites pénitence. Toujours les comètes associées au désastre. Regardez cette caricature, apparition foudroyante et désastreuse de la comète du 13 juin 1857. Encore une fin du monde à laquelle on a échappé, dis-nous. Ça, les fins du monde, on en a une tous les 2 ans. Et puis, on ne la voit jamais. Heureusement pour nous, d'ailleurs. Et paradoxalement, en 1811, sous le règne de Napoléon, il y a une comète brillante qui a coïncidé avec d'excellentes vendanges. Alors, depuis, il y a une tradition chez les vignerons. C'est les années où il y a des grandes comètes. Normalement, c'est un très bon millésime. Regardez, il y a en 1986, passage de la comète de Halley, il y a des maisons de champagne qui ont fait des millésimes champagne de la comète. Donc cette année, on a une grande comète. Alors je ne sais pas si le millésime 2024 sera très bon. Je suis absolument nul en œnologie. C'est de la croyance. C'est de la pure croyance. D'ailleurs, autre croyance assez rigolote, basée sur des faits scientifiques, c'est que en 1908, on découvre du cyanogène dans la queue d'une comète. Or, en 1910, donc 2 ans plus tard, donc le cyanogène, c'est du gaz empoisonné, c'est du cyanure mélangé à de l'oxygène. Enfin, mangez pas du cyanogène, c'est pas bon du tout. Donc, seulement 2 ans plus tard, la Terre est censée traverser la queue de la comète de Halley. Alors là, chez tous les arnaqueurs de bas niveau, ça a été la ruée vers l'or, parce qu'ils ont fait croire, on passe dans la queue de la comète, donc la queue de la comète va empoisonner l'atmosphère de la Terre, donc il faut prendre des lotions miracles. Il y a eu des processions en 1910 pour l'avant-dernier passage de la comète de Halley à Marseille, à Notre-Dame, la basilique à Marseille. Il y a des gens, la nuit, ils étaient en procession, ils croyaient que c'était la fin du monde. Regardez les caricatures de l'époque, fin du monde, souvenir du 19 mai 1910, encore une fin du monde à laquelle on a échappé.
Le dernier verre avant le grand voyage, grande liquidation pour fin de bail, 50 centimes le ballon, solidité garantie, sauf crevaison imprévue. Enfin, ceux qui faisaient des caricatures se sont bien amusés à l'époque hein, de toutes ces superstitions. Heureusement, on n'en est plus là. Ceci étant dit, il y a quelques années, l'auteur de fantasy George R.R. Martin s'est inspiré de toutes ces croyances populaires sur l'apparition des comètes qui sont censées apporter des malheurs pour l'apporter dans sa saga Game of Thrones, hein, pour ceux qui ont lu les livres ou vu la série. À un moment donné de la série, on a le passage d'une grande comète rouge hein, qui fait peur à tout le monde puisque cette grande comète rouge, selon la prophétie, annonce le retour des dragons et donc la mort des grands personnages. Bon, je ne vais pas trop vous raconter la série, hein. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à la voir, même si c'est très sanglant. Bref, repartons sur des bases plus, on va dire, scientifiques. Par exemple, sur les phénomènes cométaires. Qu'est-ce qu'on peut observer avec ces comètes hein, c'est assez intéressant, les comètes, parce qu'on ne sait jamais ce qu'elles vont faire. Hein. Un phénomène intéressant des comètes, ce qu'on appelle des outbursts, donc des sursauts d'éclat. Par exemple, au cours de l'été 2018, donc la comète C2017 S3 Pan-STARRS, donc qui avait été découverte en 2017, donc l'année d'avant, donc qui a été surnommée l'incroyable Hulk parce qu'elle avait une couleur verte et qu'elle a gonflé 2 fois, hein, comme le personnage Hulk, hein, quand il n'est pas content, il déchire sa chemise, sacré budget vêtements. Hein. Et là, on voit sur sa courbe de luminosité, normalement, la courbe de luminosité, c'est la courbe bien régulière qui est comme ça monte, ça monte, ça monte, après ça redescend. Et bien, sur les observations, au cours de l'été 2018, il y a eu 2 outbursts, donc 2 fois de suite en 15 jours de temps. C'est les petits points noirs. La comète a connu des sursauts d'éclat un peu inattendus. L'outburst le plus spectaculaire qu'on a vu de ces 20 dernières années, c'était fin 2007, avec l'outburst de la comète 17P OMS. Alors c'est une comète périodique très bien connue, qui a déjà fait plusieurs tours du Soleil. Donc en fin 2007, elle était passée près du Soleil en début d'année, elle regagnait les confins du système solaire, elle commençait à s'endormir. Et puis, d'un seul coup, elle était à peine visible avec un gros télescope. Et en une nuit de temps, les astronomes ont observé que sa surface commençait à devenir brillante au fur et à mesure des heures. En moins de 24 heures, sa luminosité a été augmentée par plus d'1 million. Et elle est passée du stade à peine visible avec un gros télescope à largement visible à l'œil nu. Donc là, c'est une photo que j'avais prise à l'époque avec mon petit appareil photo. Bon, évidemment, les traits dans le ciel, c'est moi qui les ai faits pour dessiner la constellation de Persée. Mais au milieu de cette constellation de Persée, regardez, ici, il y a un point un peu flou, la comète 17P OMS, donc le 30 octobre 2007. Et regardez l'évolution de cette comète, hein, elle a commencé à exploser le 27 octobre, pardon. Et pendant un mois, on a vu la bulle de cette comète gonfler. Donc j'espère qu'on va revoir à l'avenir des phénomènes comme ça, parce que c'était magnifique à voir. C'était largement visible à l'œil nu, c'est très, très spectaculaire. Autre phénomène cométaire, moins rigolo pour nous astronomes, les dislocations du noyau, parce que les comètes, c'est des petits objets fragiles. Donc si elles s'approchent trop près du Soleil, elles font comme Icare, elles se brûlent les ailes. Donc il arrive de temps en temps qu'une comète se disloque. Exemple avec la comète C1999 S4 Lynir, qui a été annoncée à l'époque en l'an 2000 comme la comète du siècle. C'est une expression assez commune hein, chez les amateurs de comètes. Elle devait être brillante, visible à l'œil nu. Et puis quelques semaines avant qu'elle devienne brillante, visible à l'œil nu, le noyau s'est complètement disloqué. Et après, il n'y a plus rien resté de la comète. Il s'est fait passer le même phénomène en fin 2013 avec la comète C2012 S1 ISON, pareil, qui devait être la comète du siècle. Il faut surnommer les comètes le comète du siècle, c'est jamais, ça leur porte pas bonheur. Elle est passée très près du Soleil le 27 novembre. Alors, avant, elle était bien brillante, et une fois qu'elle est passée très près du Soleil, pour dire qu'elle est passée très près, le rond blanc, c'est le Soleil. Donc imaginez, elle est passée comme ça, et quelques heures après être passée près du Soleil, elle s'est complètement disloquée, elle s'est évaporée.
Eh bien, tant pis, on a été privé du spectacle de la comète du siècle. Donc peut-être que cette fois-ci, ça sera la bonne, je ne sais pas. En attendant la prochaine. Autre dislocation assez spectaculaire avec, alors je parle très mal allemand, 73P Schwarzmann-Varman 3 au printemps 2006. Donc elle tourne en 7 ans autour du Soleil. Donc en 1999, on avait vu la comète se séparer en 3 morceaux. Donc on s'attendait à voir les 3 morceaux revenir en 2006. Ils sont revenus. Et puis au cours du printemps 2006, les 3 morceaux, à un moment donné, c'était plus 3 morceaux. C'était des centaines de morceaux. Donc pareil, fragmentation. Donc encore 1 ou 2 orbites, je pense que cette comète, elle aura complètement disparu. Parce que les petits morceaux là, qui sont disloqués, ils s'évaporent et on ne les voit plus jamais. Mais en tout cas, ce passage de cette comète au printemps 2006, c'était l'occasion de faire une magnifique photo parce que par hasard, la comète passait pile devant la nébuleuse M57 dans la Lyre, 2024 année olympique, donc je ne pouvais pas passer à côté de l'anneau de la Lyre. Voilà, la comète avec la nébuleuse. La photo n'est pas de moi, mais en tout cas, c'est ce qu'on aurait pu voir au télescope. Autre phénomène cométaire, des collisions avec des planètes. Alors, on a un exemple, d'ailleurs, avec la comète Shoemaker-Levy 9 en 1994, donc découverte 2 ans avant. Et les astronomes qui l'ont découvert, quand ils l'ont découverte, ils ont dit tiens, la forme elle est bizarre, le noyau c'est pas un point, c'est un noyau allongé. Puis en zoomant, ils se sont rendus compte que le noyau n'était pas unique, il y avait 21 morceaux, et donc en faisant des calculs, ils se sont rendus compte que cette comète était passée très près de Jupiter quelques semaines auparavant, et en passant très près de Jupiter, le noyau a éclaté en 21 morceaux, qui ensuite étaient en trajectoire de collision avec Jupiter. Donc on savait qu'il y avait à avoir collision, on ne savait pas ce qui allait se passer. Donc, à l'époque, les paris étaient ouverts. Donc, il y a des astronomes qui disaient « Ouais, ça va être des grosses explosions, on va avoir du spectacle et tout. » Et d'autres astronomes disaient « Ouais, c'est des petits morceaux de 1 ou 2 km, ça va pénétrer dans l'atmosphère de Jupiter, il ne va rien se passer. » Au final, il s'est passé des trucs, ça a même dépassé les espérances. Parce que là, regardez les boules de feu des impacts sur Jupiter. Pour vous rendre compte de la taille des boules de feu, là on a la grande tache rouge qui apparaît. La grande tache rouge de Jupiter, c'est en taille, on peut mettre 2 fois la Terre. Donc imaginez la taille de la boule de feu qui est là. Regardez la plus grosse boule de feu qui a été observée là. Hop là. Donc là c'est au moins 10 fois la taille de la Terre, la boule de feu. Et pendant des semaines, on a vu comme des cratères dans les nuages de Jupiter. Parce que Jupiter, c'est une planète gazeuse, elle n'a pas de sol. Mais on voit qu'il y a eu des trous, il y a eu des sacrés impacts. Ça a été du spectacle à l'époque. Alors, autre collision avec des planètes. Alors, on ne sait pas si c'est un petit noyau de comète ou un petit astéroïde qui est tombé sur Terre le 30 juin 1908. Parce qu'on n'a pas de débris au sol. Donc on pense que c'est un petit noyau cométaire, sinon on aurait eu des météorites si c'était un astéroïde. Donc ce qu'on appelle l'événement de la Tunguska, en plein milieu de la Sibérie. Les quelques témoins visuels, parce que la Sibérie profonde, il y a très peu d'habitants, il n'y a que des rennes, il n'y a pas beaucoup de monde, ont vu une grande traînée dans le ciel et quelques secondes plus tard, une boule de feu géante. Alors, pour ceux qui étaient près de l'épicentre, ils ont même été projetés dans les airs par le souffle de l'explosion. Alors, le cercle bleu qu'on voit là, c'est toute la zone où une énorme détonation a été entendue. À plus de 1500 km de distance, ils ont entendu un énorme bruit d'explosion. Et une vingtaine d'années plus tard seulement, une expédition scientifique a été amenée sur place, parce que la Sibérie, c'est très loin. Après, il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu le début du communisme, donc c'était pas des contextes géopolitiques pour envoyer quelqu'un sur place. Mais quand les premiers scientifiques sont arrivés sur place, ils ont découvert sur une zone de plusieurs centaines de kilomètres carrés, toute une zone où tous les sapins ont été couchés au sol. À partir d'un point central, tous les troncs étaient alignés, comme une explosion nucléaire avant l'heure. Donc on pense que c'est un petit noyau de comète qui a explosé à une quinzaine de kilomètres d'altitude et le blast a couché tous les sapins. Ouais, on peut le dire. Piou. En tout cas, pour revenir sur la chute de la comète sur Jupiter avec les grosses boules de feu qui
qui ont dépassé les espérances. Évidemment, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein, parce que qui dit grosse boule de feu dit grand spectacle cinématographique. 1994, Hollywood s'empare de l'affaire. 1998, à quelques semaines d'intervalle, nous avons 2 films catastrophes, ou catastrophiques, hein, parce que quand on regarde ces films, oulala, surtout Armageddon, niveau scientifique, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand spectacle, mais alors niveau scientifique, c'est n'importe quoi. Et Deep Impact, que je conseille parce que scientifiquement, c'est plus réaliste. Bon, il y a des gros raccourcis, il y a des gros clichés. Deep Impact reste très sympa comme film. Autre film sur les chutes de comètes sur la Terre. Bon, là, c'est plus une métaphore. Don't Look Up, hein, chef-d'œuvre. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. Oui. Alors, Don't Look Up raconte l'histoire d'une comète qui va s'écraser sur Terre, mais c'est pas vraiment l'histoire de la chute de la comète. En fait, la chute de la comète, c'est un prétexte, c'est une métaphore du déni des médias sur le réchauffement climatique en cours. Hein, d'ailleurs, réchauffement climatique en cours, tellement en cours que là, 17 octobre 2024, je vous rappelle que là, dans le sud de la France, on a des inondations records. La semaine dernière, on a eu dans notre région, pareil, des pluies records liées à un ancien ouragan qui est mort au-dessus de la France. C'est des phénomènes de plus en plus fréquents, de plus en plus violents. Enfin, le réchauffement climatique, c'est en cours. Hein, Don't Look Up, inspiré de faits potentiellement réels. Regardez ce film. Bon, on va repartir sur des choses un peu plus gaies quand même. Alors, je vais vous parler un peu de l'exploration cométaire, hein, puisque une fois que depuis le sol, on a bien étudié les comètes, l'âge spatial, l'âge des sondes est arrivé. Donc, il a fallu quand même attendre 1986 pour voir les premières sondes partir à la conquête des comètes. 1957, premier satellite lancé. Mais bon, les comètes, c'est pas facile à atteindre. C'est des tout petits objets qui tournent très vite. Donc, première sonde envoyée vers une comète en 1985, donc la sonde ICE, International Cometary Explorer. Bon, la sonde américaine, soi-disant internationale, mais bon, pour les Américains, eux, c'est le monde. Hein. Donc, c'est un ex-satellite de télécommunication qui a été détourné de son orbite par les Américains pour essayer d'être les premiers vers une comète. Bon, ils ont un peu réussi. Bon, ils n'ont pas fait d'image, mais ils ont atteint la queue de la comète 21P Giacobini-Zinner le 11 septembre 1985. Sinon, la comète de Halley en 1986 a été l'occasion pour l'Europe et le Japon de lancer ses premières sondes interplanétaires. Donc, la sonde européenne Giotto, lancée le 2 juillet 1985, qui a survolé la comète de Halley le 14 mars 1986 à 596 km de distance et qui a envoyé les toutes premières images d'un noyau cométaire actif. Et, parce qu'au final, jusqu'en 1986, les noyaux cométaires, on les observait qu'au télescope, donc ce n'était qu'un point sans résolution. Ben, grâce à Giotto, on a vu les premières images d'un noyau cométaire. Voilà. Et, et en 1986, il y a eu d'autres sondes lancées vers la comète de Halley. Donc il y a eu un partenariat entre l'agence européenne et l'agence soviétique avec 2 sondes, Vega 1 et Vega 2, qui ont été lancées en décembre 1984. Alors ces sondes ont d'abord survolé Vénus, elles ont largué des ballons-sondes dans l'atmosphère de Vénus, et elles ont survolé la comète de Halley à peu près en même temps que Giotto, en mars 1986. Et le Japon a aussi lancé 2 sondes vers la comète de Halley, donc Sakigake, donc la pionnière en japonais, lancée le 8 janvier 1985, qui a survolé la comète de Halley le 11 mars 1986. Donc survol lointain, hein, quand même, 11 millions de kilomètres. Nous, on a fait 600 km, c'est beaucoup plus proche. Et autre sonde, la sonde jumelle de Sakigake, donc la sonde Suisei. Donc Suisei en japonais veut dire comète, c'est logique. Donc qui a été lancée en 1985 et pareil, qui a survolé la comète de Halley en mars 1986. Ensuite, il faut attendre quelques années pour revoir une autre sonde partir à l'assaut d'une comète. Donc la sonde américaine Deep Space One, lancée en octobre 1998, qui a d'abord survolé un petit astéroïde, donc l'astéroïde 9969 Braille en juillet 1999.
Bon, l'image n'est pas très nette, bon, tant pis. Hein. Et elle a survolé le noyau de la comète Borrelly, donc ici, le 22 septembre 2001. Évidemment, aux informations, on n'a pas du tout entendu parler de ce survol. Hein. Bon, l'actualité en septembre 2001, on est 11 jours après les attentats, on est le lendemain de l'explosion de l'usine AZF. C'est tout à fait normal que le survol d'un simple noyau cométaire soit passé totalement inaperçu. Mission plus ambitieuse américaine, avec Stardust, lancée en 1999, donc Stardust, pardon, en anglais qui veut dire poussière d'étoiles. Donc là, cette sonde, non seulement elle allait survoler de très près le noyau d'une comète, mais regardez, elle a une espèce de petit panneau avec de l'aérogel pour essayer de capturer des petites poussières du noyau de la comète qui viennent d'être éjectées. Donc, formule classique, on survole d'abord un petit astéroïde, donc l'astéroïde Anne Frank en 2002, et le 2 janvier 2004, survol rapproché de la comète 81P Wild 2. Ensuite, cette sonde est revenue vers la Terre. Le 15 janvier 2006, elle a largué une capsule d'échantillons. On ne savait pas si échantillons il y avait ou pas. Et effectivement, il y a eu des poussières de comètes qui ont été trouvées. Les poussières de comètes, c'est les tout petits grains là, qui sont au bout des trajectoires. Mais au moins, ils sont intacts, ils sont protégés. Donc, on a ramené quelques milligrammes de poussière de comète. Et ça suffit aux scientifiques pour être heureux. Quand un scientifique est heureux, il fait ça, avec ses doigts. Mais la sonde en elle-même était toujours active. Elle a largué sa capsule d'échantillons, mais elle volait toujours dans l'espace. Et comme elle marchait toujours bien, elle a été renvoyée vers une autre comète, la comète 9P Tempel 1, qu'elle a survolée en février 2011. Et on en a profité pour faire une comparaison entre des photos prises en 2005 et donc en 2011 pour photographier le cratère creusé par la sonde Deep Impact, dont je vais parler juste après, puisque les Américains, ils adorent tout faire péter. Ah, c'est les Américains. Donc, le film a inspiré la NASA et la NASA a inspiré le film. Donc, la sonde Deep Impact, après le film Deep Impact, nous avons la sonde Deep Impact, qui a été envoyé vers une comète pour envoyer un gros impacteur à la surface de cette comète. Alors, pas pour essayer de la détruire, hein, c'était pour essayer d'extraire de la matière du noyau, pour voir, par exemple, si la glace qui était à l'intérieur, c'était de la glace d'eau, pour répondre à la fameuse question, est-ce que l'eau des océans de la Terre vient des comètes? Donc maintenant, on sait que non. Bah, si on sait que non, bah, c'est grâce à la sonde Deep Impact. Donc, le 4 juillet 2005, 4 juillet pour les Américains, la fête nationale. Ils adorent tout faire péter, les Américains, le 4 juillet. Feu d'artifice. 4 juillet 2005, ils font exploser une comète. En 1997, le 4 juillet, ils font exploser des extraterrestres dans Independence Day. Bah, c'est les Américains. Il faut toujours qu'ils fassent tout plus que les autres. Donc l'impact quand même, hein, la mission a très bien marché. Hein. Et donc Deep Impact, pareil, une fois qu'elle avait largué son impacteur, elle a continué sur sa route et elle a survolé en 2010 le noyau de la comète 103P Hartley 2. Mais la mission numéro 1 cométaire, c'est quand même Cocorico, c'est nous, c'est la mission Rosetta, lancée en 2004. Magnifique mission, puisque là on a réalisé quand même une grande première. Donc, la grande première, ce n'était pas la survol d'un astéroïde. Hein, pareil, la sonde Rosetta a survolé d'abord un astéroïde, l'astéroïde Steins, puis l'astéroïde 21 Lutetia en 2010, et en août 2014, donc il y a 10 ans, grande première de la conquête spatiale, première mise en orbite autour d'un noyau de comète. Là, pour l'instant, toutes les missions que j'ai parlé, c'était juste un survol. Donc, on passe très près de la comète pendant quelques minutes, mais après, on ne la revoit plus. Là, la sonde
s'est mise à tourner autour du noyau de la comète à quelques kilomètres de distance. Hein. Regardez, les images sont magnifiques. Donc là, on a pu vraiment étudier de près le réveil d'une comète, comment son noyau s'endort, etc. On a fait des découvertes formidables. Et surtout, Rosetta était accompagné d'un atterrisseur, l'atterrisseur Philae, qui s'est posé sur la surface de la comète, qui a goûté vraiment le sol de la comète, il l'a analysé. Hein, donc là, ce n'est pas une photo, hein, c'est une illustration, mais en tout cas, premier atterrissage réussi à la surface d'une comète. Chapeau, cocorico. Et donc cette mission nous a renvoyé de superbes images de la comète Churyumov-Gerasimenko. Ah, regardez les falaises de glace, si ce n'est pas magnifique. Et ce n'est pas fini. Pour l'instant, il n'y a pas à l'heure actuelle de sonde qui étudie une comète, mais on sait, normalement, est prévu, en mai 2025, dans quelques mois seulement, la Chine va lancer une mission très ambitieuse, la mission Tianwen-2. Tianwen-1 s'est posé sur Mars, Tianwen-2 part à la conquête des astéroïdes. Donc lancement prévu en mai 2025. Donc avant d'aller visiter une comète, cette sonde va visiter l'astéroïde, alors là pareil, un nom un peu barbare, l'astéroïde Kamo-Oalewa, donc un nom hawaïen. Donc, elle va même se poser à la surface pour prélever des échantillons entre 2026 et 2027. Alors cet astéroïde, c'est un astéroïde très particulier, il n'est pas très gros, 40-50 mètres de diamètre, mais c'est un quasi-satellite de la Terre. Il y a quelques semaines, fin septembre, les journaux ont parlé de la découverte d'une seconde lune autour de la Terre. Donc c'est un petit astéroïde qui rentre entre guillemets en orbite autour de la Terre pendant quelques mois et il s'en échappe. Bon, c'est pas celui-là, c'est un autre. Donc Kamo-Oalewa, c'est le même principe, c'est un quasi-satellite de la Terre. Alors, autre particularité, en étudiant son spectre, la composition chimique de sa surface est très particulière. On pense que c'est un morceau de Lune. A priori, il y a eu un impact sur la Lune qui a éjecté de la matière et ça serait peut-être un morceau de Lune. Et encore plus fort, a priori, on connaît même la date de cet impact. On pense, en faisant des calculs, en remontant l'orbite de cet astéroïde, on pense que cet astéroïde a été éjecté en juin 1137 parce qu'on sait qu'il y a des moines anglais ce soir-là qui ont regardé le croissant de la Lune et ils ont vu comme un nuage de poussière qui s'est échappé. Donc on pense qu'il y a eu un impact d'astéroïde sur la Lune à cette date-là, et on sait que près du pôle Nord, il y a un cratère tout récent. Et vu la taille, il peut avoir éjecté des astéroïdes de 40 mètres de diamètre. Donc ça pourrait coller. Donc dans quelques années, on pourra savoir si c'est vraiment un morceau de la Lune. Et une fois l'échantillon ramené sur Terre, la sonde va partir vers la comète 311P Pan-STARRS. Donc pareil, c'est une comète très particulière. C'est dans la ceinture d'astéroïdes. C'est un astéroïde comète qui est souvent endormi de temps en temps, qui se réveille, qui a de l'activité cométaire. Donc réponse dans 10 ans, en 2034. Entre-temps, le Japon devrait lancer la sonde Destiny Plus en 2028 à la rencontre de Phaéton en 2030. Donc là, on saura, normalement, si tout va bien, on saura si Phaéton, c'est le noyau d'une comète morte ou si c'est un astéroïde assez particulier. Et dernière sonde qui doit partir à la découverte d'une comète, Comète Interceptor, lancement prévu en 2029. Alors là, cocorico encore, sonde européenne. Alors, particularité, c'est qu'avant de lancer une sonde, on sait toujours où elle doit aller. Hein. Si on lance une sonde vers la Lune, elle doit aller vers la Lune. Ben là, justement, on va la lancer, mais pour l'instant, on ne sait pas vers où on va la lancer. Parce que, comme son nom l'indique, elle doit intercepter une comète, mais une comète de longue période. Parce que pour l'instant, toutes les comètes qui ont été étudiées, ce sont des comètes qui tournent très vite autour du Soleil, donc des comètes à très courte période. Là, on voudrait vraiment une comète qui vienne des confins du système solaire, qui n'a jamais vu le Soleil de près. Donc, c'est vraiment une vraie relique du système solaire primitif. Donc, cette sonde
elle sera stockée sur un point d'attente au point de Lagrange 2. Donc c'est un point d'équilibre gravitationnel entre le Soleil et la Terre. Donc le point Lagrange 2 est ici, à 1,5 million de kilomètres de la Terre en direction opposée du Soleil. Et donc dans les années 2030, si on a une comète à longue période qui arrive, on enverra cette sonde à la découverte de cette comète. Voire même, s'il y a un objet interstellaire qui passe, on essaiera de l'intercepter avec cette sonde. On pourrait faire de grandes découvertes scientifiques. Mais ça, c'est demain, dans quelques années. Parlons d'aujourd'hui. Alors, c'est 2023 A3 Chūōshū-san Atlas. Comète du siècle ou non? Bonne question. Alors, d'où vient son nom barbare, si vous avez bien suivi? C'est comète à longue période. 2023, année de découverte. Donc, elle a été découverte le 9 janvier 2023. Donc, troisième comète découverte pendant la première quinzaine de janvier 2023 par l'observatoire de la montagne pourpre. Donc, en chinois, ça se dit Chūōshū-san, d'où son nom un peu barbare. Et donc, elle a été un peu perdue par la suite. Et c'est l'observatoire Atlas en Afrique du Sud qui l'a retrouvée fin février 2023. D'où le nom de Chūōshū-san Atlas. Donc, elle est passée au périhélie, donc à son point le plus proche du Soleil, le 27 septembre 2024 à 0,40 unités astronomiques, donc un peu moins de la moitié de l'orbite de la Terre. Donc, 58,6 millions de kilomètres, donc à peu près au niveau de l'orbite de Mercure. Elle a une aphélie très éloignée. Elle est passée très près du Soleil, mais au plus loin du Soleil, elle passe à 90 000 unités astronomiques. Donc 90 000 fois 150 millions de kilomètres. Je vous laisse faire le calcul. Ce qui nous donne une période orbitale de plusieurs millions d'années, avec possible éjection du système solaire. Donc peut-être que cette comète va être directement éjectée du système solaire, on ne la reverra plus jamais. C'est dommage, j'avais prévu une soirée d'observation dans plusieurs millions d'années. Alors cette comète est très inclinée sur l'écliptique, elle tourne même à l'envers, elle a une inclinaison de 139 degrés. À l'orbite de la Terre, c'est la ligne bleue qui est ici. L'orbite de la comète, elle est comme ça. La Terre tourne comme ça, la comète, elle tourne comme ça. Elle est passée au plus près de la Terre il y a quelques jours, le 12 octobre, au début de semaine, à seulement 0,472 unités astronomiques, soit à peu près 71 millions de kilomètres. Quand je dis en début de conférence en astronomie, on adore parler en millions de kilomètres. Pour nous, c'est très près, 71 millions de kilomètres. Autrement dit, aucun risque de collision. Donc elle a atteint son pic de luminosité il y a quelques jours, avec un pic à magnitude -4, donc équivalent à peu près à la luminosité de la planète Vénus. Donc là, elle commence à perdre en luminosité. Alors elle est passée si près du Soleil que, il y a quelques jours, entre le 7 et le 10 octobre, on pouvait l'observer depuis chez soi, tranquillement, depuis son salon, depuis l'ordinateur, avec le télescope spatial SOHO qui observe en permanence le Soleil. La comète est passée dans le champ du coronagraphe LASCO C3. Donc c'était rigolo de la suivre pendant quelques jours. Maintenant, elle débarque dans le ciel du soir. On l'a vu hier soir. Certains d'entre nous l'ont vu hier soir, mais on peut l'observer jusqu'à la fin du mois. Il faudra regarder entre l'ouest et le sud-ouest. Au fur et à mesure que les jours vont passer, il faudra regarder de plus en plus vers le sud-ouest. En début de soirée, on commence à la repérer 45 minutes à peu près après le coucher du soleil. Donc là, le soleil se couche vers 18h50, 18h45. Donc, 3/4 d'heure après, vers 7h30 du soir, on commence à la voir. Hier soir, j'ai commencé à l'observer vers 8h moins le quart. À 8h, on la voyait très bien. On voyait bien sa queue à l'œil nu. Mais bon, elle s'éloigne, elle part, donc elle devient de moins en moins lumineuse. Donc, c'est cette semaine et la semaine prochaine qu'il faut la repérer jusqu'à la fin du mois. Puis après, on ne la reverra plus. C'est comme ça. En attendant la prochaine. Et bien justement, la prochaine, elle est peut-être déjà en train d'arriver. Peut-être, je promets rien. Il y a peut-être une autre comète brillante qui va être visible d'ici quelques jours. C'est 2024 S1 Atlas. Et quand je dis
c'est tout récent. Découverte faite le 27 septembre, il y a 3 semaines, au moment où Tchouktchinsan Atlas passait au périhélie. Cette comète a été découverte par le télescope Atlas, mais pas Atlas en Afrique du Sud, Atlas à Hawaï. C'est un réseau de télescopes à travers le monde. Donc il y en a un à Hawaï. Donc il a découvert une comète qui commence à donner de l'activité. Alors, comète très particulière puisque son orbite va passer très près du Soleil. Et là, je n'exagère pas le très près du Soleil. Donc le 28 octobre, dans mon jour, c'est vraiment demain, cette comète va passer à seulement 1,2 million de kilomètres du Soleil. Même pas un diamètre solaire. Pour une comète, c'est quasiment du suicide. Regardez en unité astronomique ce que ça donne, 0,000. Et au moment de sa découverte, il y avait une possibilité non négligeable qu'elle s'écrase à la surface du Soleil. Donc elle risque de flamber. Donc on s'est rendu compte qu'elle faisait partie d'une famille de comètes assez particulière, ce qu'on appelle des comètes Sungrazer, donc des comètes rasantes du Soleil du groupe de Creuds. Alors c'est un groupe très particulier, on pense qu'il y a des centaines d'années, il y a une comète géante qui est passée très près du Soleil, qui a éclaté en morceaux et que depuis, année après année, il y a des blocs qui s'approchent au fur et à mesure sur l'orbite. Donc c'est peut-être un morceau de cette comète géante qui a explosé. Et en analysant l'orbite de cette comète, on voit des grandes similitudes avec la comète Ikeya-Seki qui a été observée en 1965. Alors, ce n'est pas Ikeya-Seki qui revient, mais c'est une comète qui va avoir le même comportement. Et Ikeya-Seki, en 1965, elle est passée très près du Soleil et ensuite, pendant quelques semaines, a été très bien visible. C'était l'une des comètes les plus brillantes du XXe siècle. Donc, s'il y a peut-être une comète du siècle, c'est peut-être pas Tchouktchinsan Atlas, c'est peut-être 2024 S1 Atlas. On le saura fin octobre, début novembre. Alors, grand spectacle à l'aube. Il faudra regarder vraiment au niveau du lever du soleil quelques minutes avant. Elle ne va pas être facile à observer parce qu'elle va passer tellement près du soleil que j'espère qu'il y aura du spectacle. Peut-être que juste au moment du lever du soleil, on aura une grande queue cométaire très brillante. Mais il est possible que cette comète se désintègre à ce moment-là. Donc ça, on ne peut pas le prévoir. On le saura seulement dans quelques jours. Et donc, comme Tchouktchinsan Atlas, on pourra l'observer depuis son salon entre le 26 et le 30 octobre. Je vous enverrai le lien par mail si vous voulez. Normalement, on la verra passer si elle est toujours vivante. En tout cas, on ne sait pas si elle va survivre ou mourir, mais ça c'est la grande faculté des comètes. Comme le disait le grand David Levy, l'un des découvreurs de la comète Shoemaker-Levy en 1994, les comètes sont comme des chats, elles ont une queue et font exactement ce qu'elles veulent. Et c'est sur ces mots que je termine la conférence. Et merci à tous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.